Hélène Buzetti, Alec Castonguay, Christian Dufour, bonsoir, bon début de semaine. Bonsoir. 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 Je vous fais entendre tout de suite la sous-ministre du Québec, les gens qui suivent ça de très près la connaissaient, mais pour le grand public, on lui a demandé de venir au point de presse. Elle avait un message important à donner. Madame Dr Aubra Terny, qu'on écoute maintenant et on revient ensuite. Les impacts sont énormes et se feront sentir pendant encore plusieurs mois, voire des années, en raison de retards qui s'accumulent dans les listes d'attente. Le choix des activités à délester, qui est prise en lien avec des groupes d'experts, est de plus en plus difficile à faire. Alors, Alec, c'est un rappel aujourd'hui, c'est ce que je disais en tout début d'émission, de ce pourquoi on fait tout ça. Les réseaux de la santé débordés et des gens qui, normalement, devraient se retrouver à l'hôpital pour des opérations semi-urgentes, mais ça peut être très sérieux, qui n'y seront pas. Oui, c'est ce que le gouvernement a voulu rappeler. Tout ce qu'on fait actuellement, le couvre-feu, le prolongement du confinement, les services essentiels, commerces non essentiels qui sont fermés, tout ça, c'est pour diminuer la pression sur le réseau hospitalier, pour qu'on ait la capacité de soigner tout le monde. S'il y a un accident de voiture, de ne pas être obligé de choisir, lorsque la personne arrive à l'urgence, qui on doit sauver, qui on a le plus de chances de sauver. Et Mme O'Patterney, qui était effectivement pour la première fois aux côtés de François Legault aujourd'hui, la sous-ministre adjointe qui, grosso modo, est en charge de la première ligne au Québec. Là, elle a un titre long comme le bras, là, mais si on résume ça, elle est en charge de la première ligne au Québec. Elle dit, écoutez, on n'avait même jamais imaginé qu'on serait obligé de réviser le protocole qui dit à qui on doit sauver la vie, qui a le plus de chances de survivre. Elle dit, mais là, on est obligé de former des gens en accéléré, nos travailleurs de la santé par webinaire, parce que dans quelques semaines, si la situation ne se calme pas, on pourrait être obligé d'en arriver là, comme en Italie, comme à New York, ça s'est produit lors de la première vague. Donc, oui, la situation, elle est très tendue dans le réseau hospitalier actuellement. Oui, Hélène, et c'est partout comme ça, là. Oui, absolument. Et puis, on a entendu là, que déjà des patients COVID commencent à être transférés dans d'autres hôpitaux de Montréal vers d'autres régions. Écoutez, Patrice, je pense qu'on s'approche du moment où l'ultime question taboue se posera, et c'est la question que personne ne veut se poser, mais en ce moment, on assiste un peu à une forme de, passez-moi l'expression, de prime COVID, c'est-à-dire que les personnes qui ont cette maladie, elles sont toutes traitées, mais la question taboue viendra un jour où on se la posera, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des gens en ce moment qu'on traite alors qu'elles sont en fin de vie, ces personnes, et versus des gens qu'on délaisse parce qu'ils sont atteints d'autres maladies et qui, elles, auraient peut-être plus d'années d'espérance de vie devant elles. C'est une question extrêmement délicate. Personne ne veut envisager d'avoir affronté ça, mais on approche de ce moment et il faudra, à un moment donné, en parler. Parce que le mot délestage est froid, mais c'est du vrai monde qui attend chez eux une intervention chirurgicale, un rendez-vous important, une greffe, une chirurgie orthopédique qui ont peine à marcher. C'est du monde qui attend, qui ne peuvent pas avoir accès, Christian Dufour, aux soins de santé. Oui, on dit 140 000 chirurgies en attente. Oui. C'est beaucoup de monde. Donc, croisons les droits, parce que c'est toujours ce qu'on a craint, au fond, depuis le début de la pandémie, la situation italienne, que le système de santé, en fait, s'affaisse. Donc, quoi dire d'autre que c'est très grave. Ça peut aider les Québécois à accepter la dure réalité du couvre-feu, du fait qui est annoncé il y a 5 jours. C'est clair que la situation sanitaire est dramatique et je leur souhaite bonne chance. Et aussi, j'écoutais M. Legault et je pensais jusqu'à présent, les décideurs politiques, ce sont des héros, parce que depuis mars, ils sont soumis à une telle pression, ils prennent des décisions tellement difficiles et leur récompense, ça a été jusqu'à un certain point l'appui pratiquement total de toute la population. Et moi, je trouve que dans la période qui s'annonce, ça va peut-être être plus dur pour les décideurs politiques, parce que depuis la semaine passée, depuis la conférence de presse sur le couvre-feu, il me semble qu'il y a un débat politique qui est réapparu depuis 5-6 jours. Et ça va être difficile pour eux, Legault et compagnie, parce que leur récompense jusqu'à présent, c'est que les gens étaient unanimes. Je trouve qu'il y a moins d'unanimité depuis le couvre-feu quand même. Bon, parlons-en du couvre-feu. Je vous fais entendre M. Legault, qui a été premier extrait de M. Legault, couvre-feu, qui a été impressionné, dit-il, et même touché. On écoute. J'ai été vraiment impressionné, touché de voir comment les Québécois ont suivi les directives. C'est la première fois,
Je pense au Québec qu'on a un couvre-feu, en tout cas, moi, ce que je me souvienne, c'est une mesure qui est grave parce qu'on a une situation qui est grave. Bon, alors, Christian, je redémarre avec vous. Vous aviez des réserves, enfin, beaucoup de gens avaient des réserves, là, pas que vous, mais sur le couvre-feu. Faut dire que ça s'est plutôt passé calmement. Là. Il y a eu 760, je crois, 740 constats d'infraction émis. C'est pas rien, mais ça aurait pu être beaucoup plus. Là. Ah, ça s'est très, très bien passé. Puis les Québécois ont été ce qu'ils sont, un peuple profondément pacifique et qui respecte la loi. Mais je trouve que mercredi passé, il s'est passé quelque chose quand même. Lorsque le docteur Arruda a répondu à la question de notre collègue Sébastien Boivin, est-ce que le couvre-feu est lié à une démonstration scientifique ou sanitaire? Et M. Arruda a avoué que ce n'était pas le cas. Donc, ça veut dire que c'est une décision qui était en bonne partie politique. Donc, on est dans le politique. Et dans une démocratie libérale, quand on est dans le politique, c'est normal qu'il y ait des débats, qu'il y ait des questions. Et depuis 5 jours, moi, ça m'a frappé de voir à quel point dans les journaux, un peu partout, il y a des gens qui sont mis à reposer des questions. Quelque chose dont on m'a beaucoup parlé, moi, c'est le panel de Céline Galipeau, jeudi soir, au téléjournal, auquel participaient Hélène Buzetti, Paul Wells, puis Sébastien Boivin. Et tout en étant très, très sérieux et respectueux, il reste quand même, il y avait une remise en cause, jusqu'à un certain point, de la stratégie gouvernementale. Donc, pour le gouvernement, ça va être dur, ça, parce que c'est nouveau d'accepter que des gens qui posent des questions, qui critiquent, et j'ai de la sympathie pour eux, et j'espère qu'ils vont bien le prendre, qu'ils réagiront pas trop impulsivement aux critiques, ce que je pourrais comprendre. Alec. Je pense que le gouvernement s'attend à ces critiques-là parce que quand on invoque une mesure comme le couvre-feu qui n'a à peu près jamais été utilisée au Québec, qui n'est pas du tout dans la culture même canadienne, pas juste québécoise, c'est plus fréquent en Europe. On le voit depuis le début de la première vague. Au Québec, c'est extrêmement rare. Inévitablement, ça vient avec des critiques, des questions. Est-ce que le prix politique va être particulièrement virulent? J'en suis pas certain. Déjà cet automne, sondage léger qui avait demandé est-ce que les Québécois seraient favorables à un couvre-feu si les mesures sanitaires s'avéraient inefficaces ou pas suffisantes. Il y avait 63 des Québécois qui disaient oui. Puis enfin, en fin de semaine, il y avait un sondage CROP dans la presse qui disait que 70 des Québécois étaient d'accord avec la mesure. Ouais. Il reste un tiers des gens qui ne sont pas d'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se conformer, mais qui trouvent que ça va peut-être loin un peu. Mais d'un point de vue politique, lorsqu'une décision est relativement appuyée par 65 à 70 de la population, généralement, on passe au travers. On n'est pas dans des situations à 95 comme le printemps, là, mais à 70 je pense que le gouvernement peut dire normalement, les gens me suivent. Il ne faudra pas que ça se prolonge trop longtemps. Il faudra qu'il y ait une certaine efficacité autour de la mesure. Mais pour l'instant, je pense que le gouvernement est relativement confortable avec sa décision. C'est ce que j'allais dire. Il va falloir quand même relativement vite, Hélène, que l'on voit décliner, en tout cas, le taux de positivité à tout le moins. Il va falloir qu'on voit qu'il y a un fruit à tout ça. Oui, absolument. Et il y avait une citation de la ministre Guilbeault là, qui disait « C'est un succès les 2 premiers jours ». Attention, on ne mesure pas le succès du couvre-feu par son respect, on le mesure par son effet. On ne fait pas un couvre-feu juste pour faire un couvre-feu, on le fait pour faire diminuer le nombre de cas. Et ça, évidemment, ça va prendre plusieurs jours, voire jusqu'à 2 semaines avant qu'on en voit l'effet. Et moi, je dois avouer, je suis une de celles qui est un peu critique puisqu'on ne nous a pas démontré l'impact que ça pourrait avoir. Je me croise les doigts que Doug Ford, demain lorsqu'il nous annoncera de nouvelles mesures, n'annoncera pas de couvre-feu, simplement parce que les 2 provinces, par ailleurs, ont de mesures assez similaires. Bon, l'école est peut-être un peu plus retardée en Ontario, mais globalement, on a à peu près les mêmes approches. Si l'Ontario n'avait pas le couvre-feu, on pourra comme ça mesurer l'effet réel du couvre-feu québécois. Moi, je soupçonne que la grosse hausse des cas à laquelle on assiste s'explique par les rassemblements illégaux qu'on a eus pendant Noël et que par la force des choses, le retour au travail, le retour à l'école de tout le monde fera diminuer les cas. Et ça, on sera en mesure de le comparer si l'Ontario fait sa petite affaire et que ça n'inclut pas de couvre-feu. Ouais. On ne croit pas qu'il ira là. On ne croit pas qu'il ira là, Hélène. On ne pense pas, non. Non, parce que c'est pas vraiment dans la culture conservatrice, là, libertarienne un peu, de liberté pour tous plutôt, devrais-je dire. Alors, ça nous surprendrait beaucoup, mais M. Ford nous a surpris avant. Alors, je ne prendrai pas de pari là-dessus pour l'instant. Bon, très bien. Alors, à suivre, là, puis il faut quand même rappeler qu'il n'y a eu que 2 nuits. Alors, il faut être patient pour voir des résultats, mais quand même, il faudra qu'il y en ait, parce que sinon, c'est quand même un effort, peut-être pas auprès d'un si grand nombre de personnes, mais il y a des gens, pour toutes sortes de raisons,
qui, à 9 h le soir, aurait eu besoin d'aller prendre une marche. Là. Ça existe. Oui, et même si on ne sortait pas en pratique, c'est un symbole puissant. Oui. Quand même, un couvre-feu. Et juste rapidement, moi, c'est un peu une spécificité québécoise, cette espèce de solidarité très, très forte autour du gouvernement. Et ça peut avoir des effets pervers. Je trouve que c'est important qu'on accepte la critique parce que l'agressivité et la frustration risquent de se reporter sur des boucs émissaires. Je trouve qu'on l'a vu un peu au Québec. Il y a une très grande solidarité. Si on compare avec la France, les Français, vous les connaissez, ils ont critiqué depuis le début de la crise le gouvernement. Et je parlais hier à une Québécoise qui est en France depuis 30 ans et elle me dit, ici, il n'y a pas beaucoup d'agressivité à l'égard de ceux qui ne respectent pas les consignes. On n'est pas d'accord, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est que trop d'unanimité non plus, c'est pas bon, en fait, je trouve. Très bien. Et puis, un mot sur les vaccins, quand même, avant de se laisser. Parce que là, la semaine dernière, on s'envoyait des mots, tout ça. Le Québec, M. Legault, Alec, qui a tweeté en fin de semaine en disant « Ah, on est à 78 % des doses reçues, c'est rendu à 80 ». Donc, oui, très bien. Mais encore, on veut que ça s'améliore pour tout le monde, partout, là. Oui, on en avait parlé au panel, je pense que c'était jeudi, Patrice, où on disait que ça avait été assez inélégant de part et d'autre, autant d'Ottawa que du côté des provinces la semaine dernière, en essayant de se trouver un bouc émissaire, marquer des points politiques. On n'a pas assez de doses, non, c'est les provinces qui les administrent pas assez rapidement, alors que dans le fond, la population, pour un enjeu aussi crucial, veut que les gouvernements collaborent et on veut que ça fonctionne. On ne veut pas savoir c'est la faute à qui, on veut qu'on règle le problème. Et on s'est entendu, d'après ce que je comprends, jeudi soir, lors de la réunion entre Justin Trudeau et les premiers ministres des provinces pour baisser le ton un peu, de part et d'autre, essayer de collaborer davantage, d'être moins à couteau tiré publiquement, parce qu'effectivement, c'est le genre de choses qui peut agacer les gens. Puis j'ai trouvé aujourd'hui, François Legault, son ton était plus calme. Oui, on a rappelé que le fédéral a la responsabilité de trouver les doses, mais on n'a pas décoché de flèche. On n'a pas attaqué Trudeau de manière frontale lors du point de presse. Peut-être qu'effectivement, tout le monde essaie de faire de son mieux. Alors, à un moment donné, il faut aussi être capable d'en prendre puis d'admettre les torts de chacun sans se pointer du doigt. Là. Hélène, à Ottawa, est-ce qu'autour de Trudeau, on lui a dit peut-être, bon, changeons de stratégie. C'est pas en attaquant les provinces qu'on va marquer des points, là. Bien, on a senti que ça a été mal reçu, puis je trouve que ça a mis en lumière le fait que le gouvernement fédéral manque de connaissance du terrain. Il a regardé ça de très haut, de très loin, puis il manque d'administration de doses, alors qu'il y avait des réalités logistiques qui expliquaient la situation et qui leur a échappé. Et ça pourrait leur nuire par la suite s'ils décidaient de s'entêter dans cette idée là, d'imposer des normes nationales dans les centres de soins pour personnes âgées. Là. Mais je trouve aussi que tout ce que ça nous montre, c'est qu'il faut faire attention. Le nombre de doses est tellement petit par rapport à l'ensemble de la population que chaque fois qu'on regarde les chiffres, là, on a tant de doses administrées versus tant de vaccins disponibles, c'est vraiment juste un instantané dans le temps. Ça dépend du jour où vous l'avez pris. Et en bout de piste, là, clairement, les provinces vont à peu près toutes au même rythme, c'est-à-dire à peu près le plus vite possible qu'elles peuvent le faire. Et on n'a pas de preuve là, que ça cloche à quelque part. Avant de conclure là, que tout est croche, il faut peut-être se donner une semaine ou deux encore. Christian, conclusion là-dessus. Bien, je trouve qu'au niveau québécois, puis au niveau des autres provinces, comme le Hélène, tout semble bien se passer. Puis on l'a bien expliqué l'après-midi. Puis aussi, on s'est contrôlé à l'égard d'une certaine agressivité d'Ottawa. Mais il reste quand même qu'il faut le noter, là, il y a juste 500 000 vaccins au Canada. Je trouve que le gouvernement Trudeau a réussi de façon exceptionnelle son opération de relations publiques quand les premiers vaccins sont arrivés. Souvenez-vous, on parlait de l'espoir, tout le monde était ému, c'est vrai. Mais il y a quand même une réalité qui est quand même froide, là. Il y a 500 000 vaccins au Canada, puis il y a 39 millions de Canadiens. Voilà. Messieurs, dames, merci beaucoup. Bonne semaine à vous. On va continuer. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.